Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Tillet, et je suis Antoine Tillet et je suis accompagné de Charlotte Berny pour la société Homunity. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur le sujet du crowdfunding immobilier. On va attendre un petit peu avant de commencer, le temps que tous les participants puissent se connecter et je vous propose qu'on puisse lancer les discussions d'ici quelques secondes. Je vois que vous êtes un peu plus de 400 participants. Donc voilà, c'est toujours en tout cas un plaisir d'avoir une communauté toujours présente qui participe en tout cas à ces petits moments dédiés d'échange avec nos investisseurs, avec les personnes qui suivent tout simplement la vie d'Homunity. On a pas mal de sujets évoqués ensemble, en tout cas pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. On voit que le nombre d'investisseurs et de participants augmente et je pense qu'on va pouvoir commencer sans plus attendre. Donc je reprends, enchanté à toutes et à tous, je suis Antoine Tillet, directeur du pôle relations investisseurs chez Homunity pour la partie crowdfunding immobilier. Et on va, avec Charlotte Berny, vous présenter un webinar sur effectivement le contexte actuel et comment bien investir dans les solutions en crowdfunding immobilier que Homunity peut proposer sur sa plateforme. Charlotte, si tu veux te présenter. Oui, merci Antoine. Bonjour à tous, Charlotte Berny, j'ai rejoint le pôle relations investisseurs chez Homunity début janvier 2022. Je m'occupe donc de la relation avec les personnes physiques et les personnes morales, notamment sur l'allocation de leur portefeuille en crowdfunding immobilier. Merci Charlotte. Ce qu'on vous propose pour ce petit webinaire qui va durer une bonne quarantaine de minutes, c'est effectivement de vous partager quelques slides qu'on a préparés. La présentation va durer 20-25 minutes et ensuite on passera au traditionnel temps d'échange. S'il vous plaît, on vous demande de vraiment poser vos questions dans l'espace questions qui est dédié. En bas à droite, si vous cliquez sur l'espace questions, alors, on y répondra à la fin. Et sinon, n'hésitez pas également à échanger avec nos équipes qui sont présentes, Nantes, Cassandra et également Amine. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Je vais vous partager donc mon écran pour effectivement commencer à aborder un petit peu ce webinaire. Donc, on se retrouve effectivement pour un thème qui est le suivant: comment bien investir en crowdfunding immobilier dans un contexte effectivement économique et social qui est incertain. Et donc, on va vous donner effectivement quelques clés, quelques pistes de lecture avec Charlotte. On a détaillé et on va dérouler de la manière suivante. Charlotte va revenir dans un premier temps sur le principe du crowdfunding immobilier. Effectivement, parmi les auditeurs, et j'ai vu quelques noms d'investisseurs connus passer, certains sont plutôt connaisseurs, d'autres sont peut-être encore novices. Donc l'idée, c'est vraiment de rappeler quel est le principe du crowdfunding immobilier. Derrière, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, sur l'analyse et l'impact de cette situation actuelle sur l'immobilier en France, et c'est décortiquer effectivement la hausse de l'inflation, les problématiques effectivement sur l'approvisionnement, quel est l'impact notamment également de la guerre en Ukraine sur l'immobilier français. Donc voilà, on va essayer d'échanger avec vous et de vous apporter effectivement des pistes de réflexion et des réponses, en tout cas à certaines de vos questions. Toute cette situation actuelle, et vous devez, et on se pose également beaucoup de questions sur la suite. Et il y a un point qui est très important qu'on va aborder dans un troisième temps, qui est vraiment la gestion du risque. Et donc, comment Homunity a pu s'adapter, comment surtout notre audit a pu s'adapter, tout comme lors de la crise finalement du Covid, à effectivement ces derniers événements qui sont intervenus en Ukraine et notamment aussi sur la partie économique. Enfin, nous finirons sur la partie conseils, effectivement, quels sont les conseils pour bien investir sur le crowdfunding immobilier. Et nous terminerons effectivement avec la partie questions-réponses. Charlotte, je te laisse la partie sur le crowdfunding immobilier. Oui, merci beaucoup Antoine. Effectivement, dans un premier temps, je vous propose qu'on revienne du coup sur les fondamentaux du crowdfunding immobilier. Du coup, Antoine, s'il te plaît, pour la seconde slide, pour la suite. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, Homunity, c'est une plateforme digitale de crowdfunding immobilier qui a été créée en 2014 et qui avait pour objectif de dématérialiser, de démocratiser l'investissement immobilier au travers, du coup, des opérations, le financement d'opérations immobilières.
En 2019, nous avons été rachetés du coup par Tikeo Capital, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs français. Tikeo Capital, c'est plus de 600 collaborateurs présents dans 12 pays différents qui gèrent plus de 30 milliards d'actifs sous gestion. Donc, l'objectif d'Homunity, c'est de connecter d'une part des investisseurs, du coup des prêteurs, avec d'autre part des acteurs immobiliers en besoin de financement. Je vous propose quelques chiffres qui ont été mis à jour au 31 mars 2022. Donc, depuis l'origine, soit 2014, Homunity a financé plus de 350 projets, ce qui correspond à une levée de fonds globale de 390 millions d'euros investis. En parallèle, nous avons déjà remboursé plus de 110 millions d'euros à nos investisseurs au travers de 160 projets. À date, nous comptabilisons sur la plateforme plus de 80 000 inscrits, dont 13 700 clients investisseurs. De par clients investisseurs, nous entendons donc des clients qui ont au moins mis 1 000 euros sur la plateforme, 1 000 euros étant le ticket d'entrée chez Homunity. À date, le ticket moyen par investisseur et par projet est de 5 000 euros. Enfin, nous remontons un rendement annuel moyen sur l'ensemble des projets financés de 9,1% pour un taux de défaut de 0%. Donc voilà pour ce qui est des chiffres de la plateforme. Pour la suite, je vous propose qu'on revienne du coup sur le concept du crowdfunding immobilier qui est un sous-jacent immobilier et qui met en relation, comme dit précédemment, des investisseurs avec des opérateurs immobiliers. En tant qu'investisseur, vous pouvez percevoir le crowdfunding immobilier comme un produit de diversification. Vous allez venir souscrire des obligations immobilières non cotées sur des durées d'investissement qui peuvent être caractérisées comme court et moyen terme, puisque nous vous offrons au travers des projets des horizons de placement qui varient de 12 à 48 mois maximum. À côté de ça, vous avez également des rendements qui sont très dynamiques, puisque la fourchette de rendement proposée par Homunity est entre 7 et 10%. Ce qui est intéressant de soulever aussi en crowdfunding immobilier, c'est qu'il n'y a aucun frais de gestion, comparé à d'autres classes d'actifs par exemple. Enfin, au travers du crowdfunding immobilier, vous pouvez financer différents types d'opérations, à la fois des opérations dans l'immobilier neuf au travers de la promotion immobilière, à la fois des opérations de marchand de biens, donc on sera plus sur de la rénovation de l'ancien, ou enfin venir financer des foncières. Tout ça dans des secteurs d'activité également divers, puisqu'on peut investir à la fois dans du tertiaire, du résidentiel ou encore du social par exemple. Pour ensuite revenir un petit peu sur notre intervention, donc sur la prochaine slide, effectivement, il est important de noter qu'Homunity intervient sur la partie fonds propres des acteurs immobiliers. Le crowdfunding immobilier est régi par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et donc nous sommes réglementés sur la partie que nous apportons aux opérateurs immobiliers qui ne peut dépasser 80% des fonds propres. Ici, il est intéressant de noter du coup que les acteurs immobiliers doivent à minima injecter au moins 20% de leur liquidité dans leurs propres opérations, ce qui peut apporter un gage de garantie supplémentaire. Il est également intéressant de soulever que Homunity et le crowdfunding en général n'a pas du tout pour vocation de remplacer le financement bancaire, bien au contraire, nous venons en complémentarité du financement bancaire. Pour revenir rapidement sur l'analyse des dossiers, au départ, nous avons besoin de prérequis avant notre intervention dans le processus de financement. Ces prérequis sont les suivants. Il faut que l'opérateur ait du coup un financement bancaire qui soit accordé. À côté de cela, il faut également qu'il ait un permis de construire qui soit purgé. Il faut qu'il ait souscrit en parallèle une assurance GFA, donc garantie future d'achèvement. Et enfin, il faut que le foncier dédié soit acté ou sous promesse. C'est à partir de ce moment-là qu'on a déjà ces 4 prérequis que nous allons intervenir et que notre équipe dédiée d'analystes va, au travers de 2 grands axes, analyser le projet. Un axe qui va être plus corporate, puisqu'on va venir analyser l'opérateur en lui-même, donc son expertise, sa place sur le marché de l'immobilier, son carnet de commandes, son ancienneté. Et puis, une expertise, une audit plus technique, donc sur le projet en lui-même,
du coup, ça sera plus la localisation, les études de marché diverses. Donc voilà pour le synthétique de notre intervention. Enfin, dans une dernière slide, nous pouvons voir un petit peu les flux, comment fonctionne le montage des opérations. Comme vous pouvez le voir sur le schéma projeté, Homunity est vraiment un intermédiaire entre vous, investisseurs, et les acteurs immobiliers. Donc vous allez venir souscrire en ligne des obligations immobilières non cotées qui vont venir se loger au sein d'un véhicule d'investissement dédié à chaque projet. Chez Homunity, ce véhicule s'appelle Capimo. Chaque projet a une Capimo. Homunity va venir du coup convertir au sein de ce véhicule d'investissement vos obligations pour les apporter sur la partie fonds propres de l'opérateur. Il en est de même à la fin du projet. Une fois que le projet est livré, l'opérateur va venir vous rembourser capital et intérêt en faisant transiter les flux au travers de ce même véhicule d'investissement. Et puis, la somme viendra se loger sur votre compte Homunity, compte qui est logé chez la banque Mangopé, filiale du Crédit Mutuel. Donc voilà un petit peu pour le synthétique, le principe du crowdfunding synthétisé. Je laisse désormais la parole à Antoine pour la suite. Merci Charlotte, très très clair effectivement pour cette présentation représentation du crowdfunding immobilier, de son concept, son fonctionnement. Je vous propose que l'on avance sur une seconde partie qui est l'analyse et impact de la situation actuelle sur l'immobilier en France. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que malheureusement, je me dis on n'a pas de boule de cristal. Donc voilà, c'est toujours délicat de s'avancer effectivement sur les tendances. Effectivement, on a traversé une crise qui a été sanitaire, qui a eu un impact assez fort sur l'immobilier. J'y reviendrai juste après. On connaît actuellement effectivement une crise et une guerre en Ukraine qui a un impact global sur l'économie mondiale et qui impacte effectivement la France. Toutefois, effectivement, sans ces boules de cristal, on a quand même pu aller chercher l'information, que ce soit auprès effectivement d'une presse spécialisée et effectivement directement sur le terrain. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir tant un regard, on va dire, macroéconomique, macro, vraiment sur l'aspect purement immobilier en France, et un peu plus micro, puisqu'effectivement, on a également sondé le terrain auprès des promoteurs qu'on vient accompagner, auprès des investisseurs effectivement qu'on a pu interroger et sonder sur ces différents points. Ce que je vous propose, donc là, on va commencer effectivement sur la partie prix. On continuera sur une partie taux d'intérêt. Et enfin, pour terminer, sur une dernière partie qui sera liée plutôt aux matières premières et à l'inflation. Alors, sur la partie prix de l'immobilier, qu'est-ce qu'on constate? Quelles sont les dernières tendances du terrain? Qu'est-ce qu'il en ressort en fait au final? Il y a 2 ans, on rentrait effectivement dans une crise sanitaire. On avait notamment avec Quentin Romet, le président d'Homunity, fait différentes visioconférences sur le sujet de l'immobilier. Force est de constater que 2 ans après, on a un marché immobilier qui a fait un peu plus que résister. Effectivement, et vous voyez, donc on a repris une carte qui a été publiée par Meilleurs Agents sur l'évolution des prix de l'immobilier en France, qui s'est bornée entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2022. Qu'est-ce qu'on en retire? On en retire effectivement une tendance principale, c'est une hiérarchie de la dynamique et des dynamiques plutôt immobilières qui s'est complètement inversée. Pourquoi on vous dit ça? Et on le voit de manière assez visuelle sur cette carte-là. On a effectivement la capitale, Paris, qui effectivement pendant ces 7 dernières années a connu successivement, année après année, effectivement une hausse du prix de l'immobilier, et ce de manière vraiment constante. Et là, effectivement, pour une première fois, on voit que les prix dans la capitale baissent un petit peu. On avait quasiment avoisiné les 11 000 € du mètre courant février et mars 2020, et on voit effectivement qu'on a une décroissance assez légère, mais qui est notable sur en tout cas la capitale. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, on n'a pas eu vraiment d'exode rural, mais effectivement, on a des investisseurs, des acquéreurs, des primo-accédants qui ont repensé leur projet de vie. Le télétravail est arrivé.
Des personnes ont souhaité effectivement sortir en tout cas des centres-villes et chercher un peu plus de verdure. Et cela a vraiment profité tant à des villes en dehors de la capitale, on se rappelle en seconde, troisième couronne, mais également d'autres villes qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et on voit effectivement l'Ouest français qui a vraiment augmenté. Rennes, plus de 14%, Nantes, plus de 14%, Strasbourg, plus 16%. Et donc effectivement, cette hiérarchie de la dynamique immobilière où on avait toujours la capitale qui était en figure de proue et effectivement un petit peu la province, on voit que cette tendance immobilière s'inverse et donc effectivement dans l'ancien, ces prix qui continuent à progresser, mais plutôt en tout cas sur la partie province. Euh, une donnée en tout cas à retenir, c'est que ces prix ont augmenté en moyenne à plus de 10% au cours des 24 derniers mois. Donc effectivement, c'est une hausse qui est assez conséquente. Et on tient à rappeler également, c'est une carte qui s'arrête au 1er mars 2022. Du fait du contexte actuel, effectivement, il faudra peut-être attendre 2 mois, 3 mois pour voir effectivement quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la hausse de ces prix immobiliers. Ce qui est certain, c'est que on voit que les prix ont augmenté, que les ventes ont augmenté sur le début d'année 2022 et que là, en tout cas sur le mois de mars, les ventes ont légèrement reculé et donc en tout cas on voit que ça marque un petit peu le pas. Il faut rester positif. Il ne faut pas non plus dénigrer la situation actuelle, mais force est de constater que l'immobilier reste en tout cas une valeur de refuge pour les investisseurs et continue en tout cas à attirer du monde. Si nous avançons sur la deuxième partie, quid des taux d'intérêt, notamment sur la partie des crédits immobiliers. Et je pense que beaucoup de médias spécialisés en parlent, des médias de masse également l'ont évoqué. Le contexte actuel, et c'était même avant la guerre en Ukraine, on a connu tout début février 2022 une légère hausse effectivement des taux d'emprunt du Trésor, donc les OAT qui ont été reflétés ou non par certaines banques. Tout ça pour dire qu'on vous a mis une simulation sur effectivement un an. Le taux moyen national sur un emprunt sur 20 ans. Et effectivement, on voit qu'entre décembre 2021, février 2022, on avait des taux minimales qui étaient vraiment très faibles. Hein. On avoisinait les 0,6%, un taux moyen plutôt aux alentours de 1,10, voire 1. Désormais, en avril 2022, ont pris effectivement quelques points de base. À savoir qu'à date, en avril 2022, le taux moyen est plutôt à 1,35. On a des taux maximales qui vont eux atteindre 2,3. Donc on voit effectivement que graduellement, ces taux commencent effectivement à monter. Pour l'instant, ce n'est pas inquiétant. Il faut effectivement que ces derniers restent en dessous de l'inflation. Ça, c'est un point qui est vraiment primordial. Mais effectivement, c'est une tendance un petit peu de fond où ces taux vont continuer à augmenter. Et d'ailleurs, la Banque de France l'a évoqué, plusieurs banques et plusieurs spécialistes en parlent. Ces taux vont retrouver quelque chose d'un peu plus normal. Pourquoi est-ce qu'on dit des taux un peu plus normal? Parce qu'effectivement, on l'a peut-être un peu oublié, mais les années précédentes, et je parle plutôt des années 2000, des années 2010, on avait des taux d'emprunt sur du crédit immobilier qui étaient plutôt autour des 2, 3, 4%. Certes, les prix des actifs étaient un peu plus faibles, mais voilà, on va retrouver une normale. Forcément, si les taux vont augmenter, il est possible qu'on voit effectivement une bulle se dégonfler un petit peu. On va voir effectivement des prix d'actifs qui vont se dégonfler un petit peu, mais tout cela ne devrait pas non plus mettre à feu et à sang le marché de l'immobilier. On voit effectivement un peu plus d'attentistes de certains projets. On a effectivement certaines banques qui viennent être un peu plus sélectives, ça effectivement sur l'octroi du crédit. Toutefois, voilà, il faut rester positif. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. On va revenir à une normale. Puisqu'effectivement, post-Covid, beaucoup d'argent a été déployé, on a eu des PGE, on a eu beaucoup d'aides également financières, avec des taux qui ont atteint des niveaux relativement bas et même de manière assez inquiétante, négatif pour certains emprunts d'État. Donc voilà, on revient sur une normale. Et là encore, il faut monitorer. Pour l'instant, les choses restent cohérentes. On va voir effectivement dans le temps comment les choses vont évoluer. Et en tout cas, chez Homunity, c'est quelque chose qu'on regarde de très près.
Si on avance effectivement sur la troisième partie de cette présentation de l'impact et de la situation actuelle sur le marché de l'immobilier, il y a effectivement un point qui revient et qui a été accentué avec la situation actuelle en Ukraine, à savoir la hausse des matières premières et la chaîne logistique des matériaux de construction. Alors, si on commence d'un point de vue très global sur l'inflation. L'inflation, c'est le mot que tout le monde évoque actuellement. L'INSEE ont présenté en tout cas a présenté des derniers chiffres et donc cette inflation en France entre mars 2021 et mars 2022 va atteindre normalement plus 4,5%. La France reste pour l'instant sur une échelle, on va dire, modérée. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays, on est sur des taux d'inflation qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et effectivement, cela s'est remarqué par plusieurs choses. C'est une hausse des produits pétroliers et de tout produit énergétique, gaz et charbon, mais également une deuxième hausse de prix qui a été assez importante sur tout ce qui est les produits manufacturés et alimentaires. Tout cela va enclencher vraisemblablement une troisième hausse, qui est une hausse des salaires, avec une réévaluation effectivement du SMIC prochainement. Et donc, on va rentrer effectivement dans un process qui est un peu plus global avec cette inflation. Alors, cette inflation et cette hausse des matières premières, est-ce qu'elle a un impact direct sur l'immobilier? Oui et non. Oui, dans un sens où effectivement, un promoteur immobilier qui veut venir construire un immeuble va forcément avoir besoin de béton, forcément avoir besoin d'acier, de bois, et effectivement, ce sont des postes de dépenses, ce sont effectivement des ressources, des matières premières qui ont eu effectivement des prix qui ont augmenté récemment. Pour autant, est-ce que l'impact de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle a un impact direct, en tout cas sur l'immobilier en France? J'ai envie de vous répondre non. Les promoteurs immobiliers ne s'approvisionnent pas en Ukraine, ne s'approvisionnent pas en Russie. C'est plutôt un contexte global qui va venir, en tout cas, les impacter. Concernant la chaîne logistique des matériaux de construction, les opérateurs ont su s'adapter. Ça, c'est un point qui est très important, tant sur les prix, mais également sur la partie des matières premières. Lors du premier confinement, on a une économie française qui s'est complètement arrêtée. On a un pays qui était vraiment à l'arrêt complet. Il était impossible effectivement de se déplacer. Et les opérateurs immobiliers, et en tout cas ceux qu'on a pu accompagner, nous faisaient remonter des informations sur effectivement la résilience en tout cas de leurs entreprises et surtout leur nouveau mode opératoire pour effectivement s'adapter à de l'approvisionnement en bois, en plâtre, qui se faisait avant, parfois d'ailleurs en Chine. Et donc, on a vu des chaînes logistiques qui sont vraiment été modifiées, qui ont été repensées. Et donc, il y a beaucoup plus de fournisseurs qui sont locaux désormais. Et donc, effectivement, ces opérateurs ont su s'adapter et continueront en tout cas à s'adapter dans le futur. Et enfin, un dernier point, un dernier chiffre qu'on a mis en avant, ce fameux 40%. Et alors ce n'est pas une généralité globale, chaque projet immobilier, en tout cas, a ses spécificités, mais il y a un point qui est assez intéressant à avoir en tête, c'est que finalement, un opérateur immobilier, dans des zones assez tendues, son principal poste de dépense va être le foncier. Et donc, en fait, le coût de construction, finalement, représente en moyenne, main-d'œuvre inclus et matières premières, 40%, 40% du coût total, en tout cas, de son projet. Dans ce coût total de construction, effectivement, on peut sortir la main-d'œuvre, on va pouvoir sortir des matières premières qui ne sont pas impactées par l'état actuel des choses. Et donc, effectivement, si le bois, l'acier et le béton vont prendre 10 à 20%, lorsqu'on prend un peu de recul, certes, cela va pouvoir avoir un impact sur la construction, mais ça ne va pas non plus venir complètement brusquer sa marge ou complètement déséquilibrer le projet. Ça, c'est un premier point. Le second point également, c'est que Homuti a fait un choix, et on voyait dans certaines remarques juste avant sur les taux de rendement qui ont tendance un petit peu à baisser sur la plateforme. Homuti a fait un choix d'accompagner davantage des opérateurs qui sont cotés en bourse, des promoteurs qui sont existants depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans. Et finalement, on accompagne des structures qui, lorsqu'elles vont s'approvisionner, vont le faire auprès d'entités avec des contrats cadres, avec des prix qui vont être bloqués pendant X années et qui vont effectivement, en étant bien accompagnés, pouvoir vraiment jouer de manière assez agile, de manière assez fine sur de quelle manière effectivement ils vont pouvoir s'approvisionner au moindre coût. Donc effectivement, cette hausse des matières premières,
elle est intégrée chez Unity et on va le voir par la suite, effectivement, quel est l'impact que cette situation actuelle a eu sur notre organisation en interne et notamment sur la partie audit de Unity. Alors, cette troisième partie sur la gestion du risque, on vous propose effectivement avec Charlotte de vraiment faire un point très précis sur un rappel, comment nos projets sont-ils sélectionnés et surtout, qu'est-ce qu'on a ajouté dans nos processus pour effectivement contrebalancer un petit peu la situation actuelle, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut monitorer les choses afin d'aller financer et sélectionner les meilleures opérations. L'audit chez Unity, c'est vraiment une expertise. On a une équipe à date qui est constituée de 4 personnes. Une équipe interne et effectivement qui se repose sur une connaissance qui est vraiment très importante. L'audit va se dérouler en 3 phases. On va avoir un premier audit qui est un audit interne. On va ensuite passer à un comité interne d'engagement avec la direction de Unity, l'auditeur et les différents commerciaux pour ensuite présenter notre dossier à un comité externe qui lui est indépendant. La première phase, c'est vraiment l'audit interne. On va ouvrir le capot, mettre un petit peu les mains dans le cambouis et vérifier effectivement si nous allons pouvoir ou non apporter un concours financier aux promoteurs qu'on aurait pu rencontrer au préalable. Cet audit interne, il va se dérouler en 2 phases, l'audit du promoteur et l'audit du programme immobilier. L'audit du promoteur, c'est vraiment le cœur du réacteur. On va effectivement vérifier que l'opérateur existe depuis effectivement un minimum d'années, qu'il ait un track record, qu'il ait une équipe dirigeante qui soit présente, une équipe RH également, donc un staff finalement qui soit également suffisant pour engranger, en tout cas supporter sa future croissance, vérifier bien évidemment les comptes de résultats, les bilans, vérifier quels sont les holdings patrimoniales des dirigeants. Bref, attester que le promoteur en tant que tel, la société en tant que telle, soit suffisamment solide et suffisamment les reins solides pour effectivement supporter en tout cas son projet immobilier. Le parallèle qu'on peut faire effectivement avec la hausse des matières premières, un point qui est assez important et qui est toujours regardé dans notre audit, c'est de voir comment on va s'approvisionner ou comment l'opérateur va gérer ses différents projets en cours. Est-ce que ces projets ont pris du retard Est-ce que l'opérateur a déjà des fournisseurs qui sont déjà bien établis et ça, effectivement, sont des petites nouveautés qu'on vient ajouter du fait du contexte actuel. Tout ça pour dire qu'effectivement, on va d'abord valider cet aspect corporate avant effectivement de descendre dans l'audit du programme immobilier. Ce deuxième audit, finalement, on va vraiment regarder le projet en tout et pour tout sur les plus grands piliers finalement d'un projet immobilier, à savoir la partie technique, la partie juridique, la partie concurrence commerciale, la partie financière bien évidemment, et enfin la partie administrative. Sur la partie technique qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment dans un business plan qui nous est présenté, à savoir une opération qui doit dégager X ou Y de marge. Prenons ce qu'on appelle en interne des scénarios du pire. Le scénario du pire, c'est de se dire, à horizon 3 ans, imaginons que son coût de construction prenne 10, 15, 20%. Imaginons que les ventes ne se fassent pas au prix indiqué, mais peut-être 5 ou 10% moins cher. Effectivement, que va-t-il se passer au niveau du business plan de l'opération qu'on viendrait financer? Et donc, en faisant effectivement ces petits paramétrages, on va faire ce qu'on appelle des stress tests et vérifier effectivement que le projet immobilier tourne en mettant effectivement des bâtons dans les roues. Une fois que cet audit au niveau du programme immobilier est finalisé, on va présenter le dossier à un comité qui est interne. Et donc, ce comité interne est vraiment un réel comité d'engagement. On a Pierre-Yves Appert, qui est directeur général d'Unity, Quentin Romet, président de la société, tout le groupe effectivement d'audit en interne et les différents commerciaux pour effectivement se mettre autour de la table et décider ou non effectivement d'un engagement financier. Enfin, en dernier lieu, pour finir, on a un comité qui est externe, qui est indépendant. Celui-ci est composé en tout cas d'une dizaine d'experts qui va venir nous appuyer. On va venir les challenger sur des questions qui sont très techniques. Et ils ont également un droit de veto sur les dossiers en tout cas qu'on leur présente. L'idée, c'est vraiment de venir nourrir la réflexion, d'avoir un peu plus de compétences sur les sujets très très particuliers, très pointus, pour en tout cas affiner nos audits.
Une fois que le comité est finalisé, effectivement, on va produire ces fameux dossiers d'investissement et les communiquer à nos investisseurs. Pour terminer cette partie et relaisser la parole à Charlotte, je voulais juste également réévoquer un point qui est très important chez Unity, c'est l'alignement des intérêts. On a évoqué, on a vu effectivement le fonctionnement du crowdfunding immobilier, on a vu l'impact de la crise en Ukraine, on a parlé effectivement un peu d'audit, mais un point qui est aussi très important chez Unity, c'est l'alignement des intérêts entre notre société, notre management et vous, investisseurs ou potentiels investisseurs. Ce qui se passe, c'est que Omnity co-investit à vos côtés avec les fonds propres de la société, donc avec notre trésorerie. Et sur chaque dossier, Omnity vient investir à vos côtés. Et parallèlement à cela, on a également un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Omnity Fund 2. Donc c'est un fonds qu'on a co-créé avec notre actionnaire qui s'appelle Tikeo Capital. Et ce fonds d'investissement, qui est géré par des professionnels d'investissement, vient également co-investir à vos côtés sur certains dossiers. Voilà sur la partie audit et alignement des intérêts. Charlotte, je te laisse la parole pour la 4e partie. Merci Antoine. Il paraît que le son était mauvais pour ma part, donc je m'en excuse et j'espère que c'est mieux dorénavant. Pour la dernière partie, donc quelques conseils pour mieux investir en crowdfunding immobilier. Un premier mot d'ordre qui est la diversification. Je pense que vous êtes tous sensibilisés au fait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc cela passe par une diversification à la fois patrimoniale générale. Nous vous invitons à ne pas investir plus de 15% de votre patrimoine en crowdfunding, donc bien diversifier sur les différentes classes d'actifs que vous pouvez trouver. Diversifier également votre patrimoine immobilier en complémentant la partie crowdfunding immobilier avec, par exemple, de la SCPI sur des horizons de placement peut-être plus long terme ou alors de l'investissement locatif avec des stratégies d'investissement différentes. D'un point de vue peut-être plus étroit, plus adapté au crowdfunding immobilier, on vous invite également à diversifier votre portefeuille. Cette diversification, elle va passer d'une part par un jeu sur les durées. Comme on vous l'a mentionné, Omnity vous propose des projets qui vont de 12 à 36, 48 mois. Venez jouer sur cette durée différentielle afin de vous constituer une rotation de portefeuille, un fonds de roulement des opérations qui deviendra au fur et à mesure systématique, naturel. Venez également diversifier votre portefeuille sur les opérateurs. Venez prendre un petit peu de projets sur des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, des foncières. Et du coup, vous verrez une diversification géographique s'installer également avec une diversification sectorielle puisque des opérateurs sont spécialisés sur des projets résidentiels, d'autres sur du tertiaire, d'autres sur du social. Enfin, nous vous préconisons de ne pas venir chercher forcément les rendements les plus hauts, toujours en tout cas. Venez mutualiser le risque en investissant sur des projets à taux plus bas qui restent quand même attractifs au vu de ce que propose le marché actuellement, le taux le plus bas étant de 7%. Le deuxième conseil qu'on peut vous apporter, c'est qu'il faut bien que noter Community et du coup ses collaborateurs ont le statut CIP, conseiller en investissement participatif. Venez nous solliciter pour qu'on puisse vous conseiller sur l'allocation de votre portefeuille en crowdfunding immobilier. Nous vous invitons également à compléter au mieux et au maximum votre profil investisseur sur la plateforme. Ainsi, on aura l'ensemble des éléments pour vous apporter une offre plus personnalisée. Je pense notamment à votre aversion au risque, à certaines appétences, certains critères qui vous sont chers sur le choix des projets. Donc, n'hésitez vraiment pas à solliciter nos équipes pour tout ce qui est conseil. Enfin, on remarque en ce moment, dans le contexte actuel, qu'il y a de plus en plus de facteurs exogènes qui viennent modifier la finance comportementale des investisseurs. Effectivement, il y a de plus en plus de comportements dits moutonniers sur les marchés financiers. Attention à l'information. Venez vous alimenter auprès de sources financières expertes. Nous, à titre d'idée, chez Omnity, par exemple, on se documente au travers
travers des échos, de Business Immo, du Moniteur ou de CF News. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de s'informer à la source spécialisée. Et encore une fois, si vous avez besoin de questions, nous restons tout à fait disponibles pour vous apporter des points de mise à jour sur l'actualité et la corrélation avec notre produit. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Je te relaisse la parole, Antoine, peut-être pour la suite et le passage aux questions. Merci Charlotte. Et effectivement, juste avant de passer aux questions, je voulais conclure en tout cas sur cette citation. C'est une citation du monde de la voile et chez Unity, c'est un monde qu'on apprécie. C'est une citation de William Arthur Ward. Le pessimiste plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. C'est une philosophie qu'on essaie vraiment d'avoir chez Omnity. Finalement, des contextes particuliers, malheureusement, depuis 2014, on en a traversé plusieurs. Le dernier en date, c'était effectivement ce confinement qui a posé beaucoup de questions. Le contexte est forcément particulier. Pour autant, effectivement, tout n'est pas noir. En interne, il faut toujours au quotidien ajuster nos processus. On a su accompagner les opérateurs en temps de croissance. On a su les accompagner durant effectivement la crise sanitaire. Il faut toujours continuer à avancer, toujours s'adapter, s'ajuster. Et ce qui est vraiment très important pour Unity, c'est vraiment de mettre en avant notre capacité à nous adapter, à bien faire notre boulot, à bien faire nos audits et vraiment être bon dans nos analyses. Je bégaye un petit peu, veuillez m'excuser. Donc être vraiment bon dans toutes les analyses qu'on peut prodiguer. Et ça, c'est vraiment un petit peu la philosophie qu'on essaye d'avoir chez Unity. Pour conclure, et je laisserai peut-être Charlotte prendre les premières questions, on vous propose vraiment un temps d'échange. Ce temps d'échange, et vous êtes un peu plus de 500 participants lors de ce webinaire, et on vous remercie vraiment d'être présent, de pouvoir échanger en direct avec nous. Vous verrez sur donc la partie droite de votre écran, vous avez un espace questions. N'hésitez pas effectivement à les poser directement. Et Charlotte, je te laisse prendre les premiers sujets, je reprendrai la suite derrière. Merci Antoine. J'ai vu plusieurs questions passer, notamment Thierry qui nous posait la question sur le suivi des projets. Effectivement, lorsque vous investissez sur un projet, par exemple sur 24 mois, on ne vous laisse pas 24 mois sans nouvelles. Il faut bien noter qu'on fait un suivi régulier. Des reportings sont rédigés par les opérateurs immobiliers et ne sont communiqués. On vous les envoie ensuite. Donc, il faut compter un reporting tous les 4-5 mois afin de vous assurer du suivi du projet, des travaux, du planning qui a été mis en place, si oui ou non il est respecté. Donc voilà, à noter que du coup, vous avez tout un tas de communication tout au long de votre projet. Ça, c'était la question qui revenait. Odile nous posait aussi la question sur le taux. Est-ce que le taux peut varier, le taux de rendement annuel annoncé? Du coup, il faut noter que le taux qu'on vous annonce, c'est un taux contractuel qui a été signé avec l'opérateur immobilier, donc c'est un taux fixe. Néanmoins, il faut quand même garder en tête que le crowdfunding immobilier, ça reste un produit qui est risqué. Faut être au courant qu'on peut perdre jusqu'à 100% de son capital sur ce type d'investissement. Néanmoins, Homunity, et comme l'a bien expliqué Antoine dans la présentation, fait un audit très poussé, une analyse très poussée de chaque projet afin justement d'avoir le maximum de garanties et d'éviter tout défaut, comme ça a été le cas depuis l'origine 2014 pour Homunity. On a une question de Mathie qui est la suivante, et c'est pas la seule, il y en a plusieurs, donc je vais prendre le temps de répondre à toutes ces questions sur effectivement les retards liés au crowdfunding immobilier, et il y en a et on va les détailler, et effectivement comment faire mieux, en tout cas pour sélectionner les dossiers. Alors effectivement, il y a des retards chez Unity, on va pas se cacher, ce sont des retards de paiement et on va les expliquer. Pour toutes les données que vous souhaitez retrouver, elles sont tout à fait publiques et comme chaque plateforme finalement, on a ce qu'on appelle des indicateurs de performance et donc si vous vous rendez sur la plateforme, vous pourrez effectivement consulter tous nos indicateurs de performance. À date, effectivement, on a une partie de notre portefeuille qui présente un retard. Donc, un retard, c'est lorsque le promoteur, on prévoit une phase d'accompagnement sur 24 mois.
on a une période effectivement de prorogation cette période de prorogation est activée par le promoteur. Parfois, certains dossiers décalent un petit peu plus. Comment est-ce qu'effectivement ça se fait que une partie des dossiers qu'on a financés, si une personne a fait plusieurs investissements, et ça peut arriver à certains d'entre vous de voir ces dossiers qui décalent, et comment effectivement ça s'explique. Et effectivement, on l'a vu, on en a parlé ensemble, on a tous traversé une crise sanitaire qui a impacté le monde de l'immobilier. On a des chantiers qui ont pris du retard, de l'ordre de 3 à 6 mois, ça va dépendre des différents promoteurs. On a des lots et l'aspect commercial effectivement qui a été retardé par des banques et des process bancaires. Donc forcément, lorsque le projet immobilier, et malheureusement le retard étant inhérent à la promotion immobilière, prend un peu de mois de recul, vous rajoutez à ça une pandémie mondiale et des problèmes d'approvisionnement, forcément ce sont des retards qui sont un peu généralisés. Pour autant, effectivement, on a un taux de défaut qui reste à 0%, et ces opérateurs, on est en relation constante avec eux. Donc on est là effectivement pour comprendre effectivement quelles sont leurs problématiques. Est-ce qu'on a un retard de chantier qui est tout à fait naturel? Est-ce qu'effectivement c'est un retard de commercialisation? Et c'est une des raisons pour lesquelles Homunity a également créé à côté une structure qui s'appelle Homunity Patrimoine, et qui vient pour accompagner certains investisseurs à faire des acquisitions dans le neuf. Donc on a un cercle vertueux, on peut venir effectivement commercialiser certains lots neufs des promoteurs qu'on a financés. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ces sujets, on les suit de très près, et certains nous demandent d'avoir beaucoup de mails et beaucoup d'informations. L'immobilier, on est sur un temps long. Donc normalement, tous les 3 à 4 mois, vous avez effectivement des mails de mise à jour de différents dossiers. N'hésitez pas à solliciter nos opérateurs et à solliciter nos conseillers sur adresse mail paul@homunity.fr sur vos dossiers qui vous concernent. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de faire chacun des dossiers. Voilà, mais tout ça pour dire, à date, on a un taux de défaut qui reste à 0%, et comme on l'évoquait avec Charlotte, le crowdfunding immobilier reste un placement qui est risqué. Donc, ce qu'on va venir vous préconiser, c'est vraiment de diversifier tous vos investissements. Je vais regarder si on a une autre question. Moi, si tu veux, Antoine, en attendant, j'avais une question d'Henri qui nous demandait si nous financions des projets à l'étranger. À date, Homunity est présent partout en France, mais ne finance pas encore de projets à l'étranger. À noter que c'est quand même une question qui est prise en compte au sein de notre plateforme, et ça sera potentiellement un objectif sur l'année prochaine, 2023. Nous communiquerons bien évidemment sur le suivi de cette question au moment dédié. Nous avons Alexandre qui nous pose une question sur les garanties. Très bonne question, et merci Alexandre de la poser. Lorsqu'on intervient en financement participatif, on va apporter les fonds à un opérateur immobilier, principalement sa société de projet ou une structure opérationnelle qui vient capter l'intégralité des flux financiers. Et la première prise de garantie, finalement, c'est l'audit. À qui effectivement on vient apporter les fonds, qui est l'opérateur, quel est son track record. Derrière, les packages de garantie supplémentaires qu'on vient prendre, ce sont principalement ce qu'on appelle des cautions solidaires. Donc, ce sont comme des cautions personnelles, mais qu'on vient prendre au niveau d'une personne morale, donc une société. Et donc, on vient chercher une société qui est au-dessus, généralement de la société qui est financée, généralement une structure mère, une structure patrimoniale. Et cette société va donner sa caution auprès de notre véhicule d'investissement, donc les Capimo d'Homunity, qui viennent à rassembler les obligations. Et ainsi, en cas de défaut du promoteur, on fait un appel au niveau de la caution solidaire du projet, afin que cette personne morale rembourse capital et intérêt auprès des investisseurs. On va forcément prendre en compte la solvabilité du promoteur, et également la solvabilité de la caution qu'on aura sélectionnée. Ça, c'est un cas général, en tout cas chez Homunity. Dans d'autres cas, on vient prendre des cautions qui sont des prises d'hypothèque de premier rang. On a également eu des structures en nantissement de parts sociales dans d'autres sociétés. Mais en tout cas, là, dans tous les dossiers qu'on présente, vous avez effectivement une page et un avertissement sur les cautions et les garanties qui sont prises sur l'apport financier.
Je me permets de rebondir sur la question de Bruno, qui souhaiterait davantage d'informations sur les risques en crowdfunding immobilier. On peut noter différents risques, notamment le risque d'illiquidité puisque votre argent, une fois alloué à un projet, est bloqué sur la période donnée. Faut quand même noter qu'en crowdfunding, on reste sur des périodes courtes. En moyenne, nous, sur la plateforme, sur les 350 projets qu'on a financés, nous sommes sur un horizon de placement moyen de 24 mois. Donc on a ce risque de liquidité, le risque de retard dont, Antoine nous a déjà parlé. On a également, ce fameux risque, que je mentionnais également dans la question d'Odile, pardon, sur le fait qu'on peut perdre tout ou partie de son capital. Maintenant, notez bien que, notre pôle dédié, avec Tikeo en arrière-plan également, met tout en œuvre pour éviter tous ces risques en auditant, au maximum et au mieux, nos dossiers. Nous avons une question de Pascal. Contrairement à d'autres plateformes, Omnity ne propose que très peu de projets avec obligation à coupon mensuel. Pourquoi? Effectivement, vous avez d'autres plateformes qui vont présenter des projets avec des coupons mensuels. C'est principalement des financements de foncières, principalement des projets immobiliers finalement, qui se prêtent aux coupons mensuels. Omnity, on a fait un choix, c'est d'accompagner majoritairement des promoteurs immobiliers qui vont venir réaliser la marge in fine, donc à la fin de leur opération, lorsqu'ils auront vendu le nombre de lots nécessaires, lorsqu'effectivement l'opération sera débouclée et livrée aux différents clients. Et donc, nous présentons des dossiers avec un coupon qui est in fine pour venir calquer finalement à l'économie, en tout cas du projet qui est financé. J'ai une question, très intéressante d'Éric, merci, sur l'éligibilité du crowdfunding immobilier, en PEA-PME. Effectivement, c'est actuellement, dans les tuyaux puisque nous avons un partenariat avec une banque en ligne. Donc vous recevrez, très rapidement, très prochainement, une communication sur les détails. Il sera bientôt possible d'investir au travers d'un PEA-PME sur la plateforme en crowdfunding immobilier. Nous avons différentes questions. Jean-Philippe, concernant l'investissement de Tikeo Capital au travers du fonds THF2 dans nos projets. Savoir si effectivement, lorsque Tikeo se positionne, le projet est plus sûr et lorsqu'il ne se positionne pas, les projets sont trop risqués. Pour répondre à votre question, le fonds Tikeo Capital va venir co-investir sur tous les projets qu'on présente sur la plateforme qui sont en accord avec son prospectus d'investissement. Pour la faire assez simple et rapide, le fonds d'investissement Tikeo Capital va venir co-investir lorsqu'on vient financer un projet immobilier qui est bien défini, ce qui représente plus de 95% des projets qu'on présente sur la plateforme. Derrière, le fonds d'investissement vient lui-même s'appliquer des règles de gestion et des règles d'investissement que Charlotte a pu un peu rappeler en préambule, donc à savoir diversifier son risque, ne pas investir tous ses fonds sur un seul et même projet, ne pas investir tous ses fonds sur un seul et même promoteur, ne pas investir tous ses fonds sur un groupement ou sur une typologie de projet immobilier. Donc effectivement, imaginons que le fonds fasse une taille de 100, il va s'exposer à différents degrés sur les différents projets qu'on peut présenter. Donc effectivement, certains projets sont intégrés dans le fonds, d'autres ne le sont pas, puisqu'effectivement, soit ils sont hors cadre du prospectus, ou alors c'est que le fonds THF2 a déjà co-investi auprès de ce promoteur sur plusieurs dossiers, et donc son exposition, qui est maximale à 15% par promoteur, est déjà atteinte. Je vois beaucoup de questions, par rapport à l'information que j'ai donnée, précédemment. Sur la banque en ligne, nous ne pouvons pas encore divulguer. Vous aurez encore une fois une communication, très prochainement. Je reprends une question de Gilles sur la succession. Pour tout ce qui est problématique successorale, il faut noter que du coup, le process, c'est que, souvent, ce sont les notaires qui prennent attache avec nous et 2 cas de figure, se mettent en place. Soit
soit vous avez des obligations qui courent sur un projet et dans ces cas-là, nous organisons un transfert de ces obligations sur des comptes créés au Unity des héritiers légaux. Soit vous n'êtes plus sur un projet, mais vous avez de l'argent disponible sur votre portefeuille. Dans ces cas-là, nous organisons avec l'étude successorale le transfert des fonds directement au notaire qui se chargera ensuite, en fonction des quotes-parts légales, de les transférer aux héritiers. Donc, pour ce qui est succession, on est du coup en communication directe avec votre notaire. Nous avons François qui nous pose la question suivante. À quel moment et dans quel délai active-t-on la caution solidaire? Lorsqu'on arrive à la fin d'un projet immobilier, lorsqu'on arrive à la fin de la période de prorogation, on a effectivement cette possibilité d'activer la caution solidaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'en arriver là, on est en échange constant avec l'opérateur immobilier et on va l'accompagner, comprendre effectivement les raisons qui vont pousser effectivement au fait que le dossier décale. Lorsqu'on active la caution solidaire, c'est un acte qui est assez fort, qui est assez brutal, qui est juridique, et donc c'est l'ultime recours dans le cas où on a à faire face à une personne qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas échanger, faire face à un opérateur qui est en difficulté, et donc c'est un petit peu l'arme ultime. Raison pour laquelle et ce qu'on met en place, c'est généralement une phase avant d'activer, avant de dépasser cette phase de prorogation, comprendre où est-ce qu'on en est dans le projet immobilier et savoir effectivement si nous prenons une voie qui est plutôt juridique en activant dès le premier jour de dépassement cette caution solidaire pour rentrer derrière dans une phase de recouvrement des différentes créances, ou alors dans une phase d'accompagnement. L'opérateur devait nous rembourser sous 24 mois, il a eu un retard de chantier, on a 6 mois de prorogation, il a un retard de commercialisation encore par la suite, il a signé son dernier lot qui va lui permettre de dégager de la marge et de rembourser les investisseurs Community. On va pouvoir effectivement accorder quelques mois supplémentaires en rehaussant le taux d'intérêt auprès des investisseurs pour permettre effectivement de solder le dossier en bonne et due forme et sans rentrer dans une logique tout de suite judiciaire. Dans le cas inverse, effectivement, on active cette caution pour aller récupérer les fonds. Et activer une caution solidaire, finalement, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie, on perçoit les fonds. Ça demande du temps. Et effectivement, c'est là où l'expertise de Unity est importante pour gérer, en tout cas, toute cette partie recouvrement. Je vois beaucoup de commentaires de personnes qui sont peut-être arrivées en retard. Pour information, ce webinaire sera, ensuite, rediffusé, excusez-moi, en replay. Nous vous communiquerons, le lien si nécessaire dès demain. Je regarde pour les questions. Je peux en prendre Oui, une petite. vas-y Antoine, merci. Nous avons Clément sur les prix de l'immobilier. Si les prix de l'immobilier chutent, est-ce qu'il y a un risque accru de défaut de paiement? Alors, il faudrait que les prix de l'immobilier chutent de manière très drastique. Je l'explique, c'est lorsqu'on a un promoteur qui va effectivement vendre différents lots. Il en a déjà, nous, lorsqu'on l'accompagne, il a déjà lancé finalement sa pré-commercialisation. Donc, il a déjà signé des lots de réservation avant même que le dossier sorte de terre. Donc, en fait, il vient déjà s'assurer, en tout cas, un petit fonds de roulement. Effectivement, demain, nous avons des prix immobiliers qui chutent de 40, 50, 60%. Cela peut être compliqué pour certains opérateurs immobiliers. Si on prend un peu de recul, Omnity accompagne les opérateurs qui ont pignon sur rue, qui existent depuis 30, 40, 50 ans et qui ont connu des crises immobilières. Dans les années 90, on a connu une crise assez importante de l'immobilier où les prix sur Paris ont chuté de 30 à 40% dans certains endroits, sur certains actifs. Ça a été compliqué pour ces opérateurs immobiliers, mais ce sont des opérateurs qu'on accompagne actuellement, qui ont su traverser ces crises. Et c'est tout l'intérêt, finalement, lorsqu'on investit en crowdfunding immobilier, c'est toujours de choisir la bonne entreprise, choisir le bon opérateur à accompagner. Et finalement, en allant accompagner des opérateurs qui sont institutionnalisés, qui sont parfois cotés en bourse, qui ont des track records de plusieurs dizaines d'années, ça permet en tout cas de se prémunir de défauts de ces opérateurs. Après,
voilà, si on a une crise globale sur des petits marchands de biens, opérateurs qu'on ne vient pas financer, sur des opérateurs qui sont trop jeunes, sur des structures qui sont naissantes, finalement, ces structures-là, ces sociétés-là ne sont pas accompagnées financièrement par Multi puisque le risque est trop important. Pour finir, en tout cas, je vois une dernière question sur les écarts, de rendement, comment s'explique-t-il d'un projet à un autre? Bah, tout simplement, comme vous le savez, plus le rendement est élevé, plus, le risque l'est également. En crowdfunding immobilier, ça se représente par notamment des garanties. Les garanties qu'on prend auprès des opérateurs immobiliers sont différentes. Je pense notamment aux projets de marchand de biens où on ne peut pas avoir de pré-commercialisation, par exemple. Donc on aura certes des rendements qui seront plus élevés, mais pour des investisseurs peut-être plus averses au risque. Ceci s'explique ainsi, et puis aussi on joue beaucoup sur la récurrence en 2022, des opérateurs immobiliers. On va venir financer, des opérateurs avec qui on a déjà travaillé. Effectivement, plus on finance un opérateur, plus le rendement sera peut-être aussi, bas. Donc voilà comment on peut expliquer aussi ces écarts, sur la plateforme entre 7 à 10. Pour finir, une dernière question avant de conclure ce webinaire, une question de Reza sur est-ce que nous acceptons les investisseurs non résidents fiscalement en France. Effectivement, Multi est ouvert à tout type d'investisseurs, investisseurs personnes physiques ou personnes morales, donc via une société. Concernant les personnes physiques, vous pouvez investir étant résident fiscal en France ou étant non résident fiscalement en France. Et toute cette fiscalité est gérée en amont de vos remboursements. Donc ce sont les équipes au Multi qui vont prélever ou non, selon votre situation fiscale, l'impôt en vigueur. Si vous avez plus de questions sur ces sujets, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur l'adresse paul@omunity.fr. Je profite de ces derniers instants pour encore vous remercier. Nous étions plus de 500 ensemble, en tout cas, à évoquer ces différents sujets et vous étiez plus de 500 à suivre ce webinaire. Je remercie Cassandra, Amine et Nantes qui sont avec nous et qui répondent à vos questions. Merci Charlotte pour avoir accompagné sur ce webinaire. Voilà, le mot de la fin, c'est restons positifs. Il ne faut pas tout voir en noir. Omunity est une société qui existe depuis 2014. Nous sommes toujours là pour défendre vos intérêts, toujours là effectivement pour vous accompagner également dans vos problématiques fiscales et au plaisir en tout cas d'échanger avec vous dans les prochains jours. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée, puis à bientôt sur la plateforme.